Bienvenue, chers fidèles de l'émission majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Raison de cette émission, c'est surtout l'UNESCO qui vient de mettre, sinon d'ajouter sur la liste du patrimoine mondial 4 sites mémoriaux, notamment des sites, parmi les sites mémoriaux du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il s'agit notamment du site mémorial de Gisozi dans la ville de Kigali, également le site de Nyamata. Nous sommes à l'est du Rwanda, également le site mémorial de Murambi, c'est un peu vers le sud-est, ouest du Rwanda, également le site mémorial des Bisesero, également dans le sud-ouest du Rwanda. Aujourd'hui, nous allons échanger avec certains des acteurs qui ont travaillé pendant des années sur ce dossier. C'est un dossier qui date d'une dizaine d'années. On va comprendre déjà pourquoi ça a pris autant de temps, quels ont été les critères et surtout quelle est la particularité de ces 4 sites mémoriaux et surtout c'est quoi la suite des événements. Avec nous depuis Kigali dans les studios, nous sommes avec le ministre rwandais de l'unité des Rwandais et du civisme, sinon en tout cas le docteur Jean Damascène Bizimana. Bienvenue monsieur le ministre et surtout un plaisir d'être avec vous. Merci, bonsoir. C'est également un plaisir pour moi d'être dans cette émission. Voilà, nous sommes également avec le docteur Philbert Gakwenzire. Il est président de Ibuka, qui est l'organisation des rescapés du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Bonsoir. Bonsoir et je vous remercie de votre invitation. Voilà, tous les deux, messieurs les ministres, vous revenez de l'Arabie Saoudite, tandis que vous, docteur, vous revenez de Paris pour des missions différentes, mais qui convergent vers une même cause. Mais avant de plonger dans la matière, nous sommes également depuis Paris, depuis l'Europe, rejoint par Thomas Zribi, il est scénariste. Bonsoir Thomas. Bonsoir et merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Vous, en ce qui vous concerne, vous venez juste de publier une vidéo BD sur l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, mais avec une particularité. Vous avez suivi notamment le couple Gauthier d'Afrose et Alain, qui travaille depuis de nombreuses années sur le génocide commis contre les Tutsis. Mais vous n'êtes pas votre premier travail par rapport déjà au génocide commis contre les Tutsis. Oui, tout à fait. C'est une bande dessinée que je viens de terminer qui raconte le travail des époux Gauthier, qui consiste à enquêter sur les personnes accusées d'avoir participé au génocide contre les Tutsis et qui sont réfugiés en France, parce que malheureusement il en reste beaucoup qui ne sont toujours pas jugés. Et donc j'ai suivi les époux Gauthier entre la France et le Rwanda, et j'ai raconté un petit peu et leur parcours et leur combat pour la justice, et puis ça m'a permis de parler un peu de l'histoire du Rwanda que j'ai découverte en grande partie parce que je suis français, j'apprends à chaque fois que je viens au Rwanda, et j'avais aussi réalisé un documentaire il y a quelques années sur la fuite et la traque de Félicien Kabuga, ce qu'on appelle le grand financier du génocide des Tutsis au Rwanda. On va surtout parler de votre dernier travail, notamment sur l'un des sites qui ont été aujourd'hui ajoutés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le site des Murambi, et surtout pourquoi vous êtes revenu sur cet épisode. Mais avant tout, monsieur le ministre, une reconnaissance mondiale, un travail d'haleine, là peut-être pour aussi... Parfois, on parle d'une reconnaissance, mais on oublie parfois le travail. Ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. C'est tout un bouquin avec
autant de pages, environ 500 pages, comme on peut le remarquer. Les sites mémoriaux du génocide de Nyamata, Murambi, Gisozi et Bisesero. Donc ça a été ce qui a été la proposition d'inscription des biens sur la liste. C'était une proposition. Aujourd'hui, ça a été une reconnaissance. Ces choses faites. Monsieur le ministre, doit-on dire, à part le bouquin qu'on voit ici, qui résume le travail, il était tard ou il était tôt pour cette reconnaissance? Bon, très intéressante question, mais on dit en français qu'il n'est jamais tard pour bien faire. C'est-à-dire que c'est un dossier qui date déjà de 2012, parce que c'est plus de 10 ans, monsieur le ministre. Le Conseil du gouvernement, en juin, le 12 juin 2012, a pris la décision de demander à l'UNESCO d'inscrire sur la liste indicative les 4 sites. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que on ne dirait même pas beaucoup de temps. C'est un long chemin, c'est tout un processus. Une fois que l'UNESCO prend la mesure d'inscrire le site sur la liste indicative, commence maintenant un travail de recherche. De recherche pour prouver que ce site mérite d'être inscrit, d'être admis dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une recherche après une autre recherche. Donc, oui. Après votre recherche, eux commencent leur partie. C'est ça, c'est ce que je vais expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Et la base des critères, c'est celle qui dit que l'objet ou le site qui est demandé d'être inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO doit porter une valeur universelle exceptionnelle. Donc, c'est deux adjectifs importants. Prouver la valeur universelle du site. Et si vous prouvez qu'elle est universelle, il faut montrer qu'elle est aussi exceptionnelle pour le monde, pas uniquement pour le pays. La valeur universelle exceptionnelle. Deuxièmement, après cela, il y a toute une dizaine de critères sur lesquels il faut baser la recherche et sur lesquels il faut baser surtout la preuve. Donc, à part ce principe, valeur universelle exceptionnelle et des critères, il y a maintenant le processus. Vous devez prouver, à partir de... Il existe une convention de 1972. C'est une convention sur le patrimoine mondial, culturel et naturel. Et cette convention édicte un certain nombre de dispositions. Et donc, dans le dossier de chaque État qui demande, on doit se conformer à cette convention-là. Donc, pour nos 4... Sans exception, c'est-à-dire ce sont des dispositions applicables et valables pour tout le monde. Tout à fait. Ouais. Pour tout État, toute partie qui veut faire inscrire un site, les critères sont les mêmes. Mais il faut choisir un critère, parmi la dizaine de critères, sauf le principe dont je vous ai parlé. Le principe, c'est la valeur universelle exceptionnelle. À part ça, il y a d'autres critères qui sont en dessous. Par exemple, pour les nôtres, parce que je n'aurais pas retenu par cœur, c'est difficile. Hein? Non, c'est un gros dossier quand même. On dit que nous avons pris le critère 6, qui dit ceci. L'objet ou le site doit être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Donc, vous voyez, les événements, les traditions, les idées, les croyances. Donc, le génocide, on l'a trouvé là. On l'a trouvé dans les idées, dans les croyances des personnes, des architectes de ce génocide-là. Alors, la valeur universelle exceptionnelle... Là, ça nous ramène à l'idéologie même. Absolument. Ça c'est pour vous montrer qu'il s'agit vraiment d'un vrai travail intellectuel. C'est un travail intellectuel. Avec des critères bien précis. Voilà. Donc, on définit ces critères, on les adapte à l'objet. C'est-à-dire qu'on a dû montrer que le génocide, la valeur universelle du génocide, c'est laquelle? C'est que c'est un crime international qui est déjà prévu par une convention internationale, la convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression des crimes de génocide, où les États se sont engagés dans cette convention-là à prévenir et à réprimer tout génocide. Donc les États se sont engagés à ce qu'il n'y aurait plus d'autres génocides après celui commis contre les Juifs. Alors les États ont failli. Les États ont failli à cette valeur universelle à travers l'extermination des Tutsis du Rwanda, parce que le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda a été commis malgré l'existence de cette convention. Donc il y a une faillite de l'humanité dans la prévention, même si la répression, ils ont créé un tribunal qui a fait son travail. Et maintenant... Là, on va revenir sur ce tribunal. C'est très important. Il fallait ce caractère universel, on l'a prouvé à travers cette convention et le fait de ne pas avoir respecté. L'exceptionnalité. Des sites. Des sites. C'est exceptionnel pourquoi?
chaque site a un caractère exceptionnel. Et là, on a démontré. On a démontré, par exemple, que le site de Gisozi représente tous les Tutsis tués dans la capitale. Et ce sont des Tutsis qui venaient de toutes les régions du pays. Parce que ce qui venait de Kiangougou, Gitarama, Ruhengeri, j'utilise les préfectures de l'époque parce que nous sommes dans un contexte... Non, vous essayez de contextualiser dans le temps et dans l'espace. Donc c'est exceptionnel parce que le site de Gisozi, les victimes qui y sont ne sont pas originaires d'une seule région, mais c'est toutes les régions du Rwanda. Il y a en même temps un caractère universel et symbolique. Ouais. Quand tu vas à Nyamata, son exceptionnalité, c'est le fait... Une église. Si vous voulez, c'est une église. C'est une église. C'est une église et ça représente toutes les victimes, nombreuses, tuées dans des églises et dans des lieux de culte. Il n'y a pas que Nyamata et ailleurs. Et l'avantage de Nyamata, c'est que l'église est restée telle qu'elle et l'institution catholique a accepté que cette église-là soit transformée en mémorial. Bon, tandis que d'autres églises ont été tuées des gens, ils servent maintenant même de lieux de culte. Donc Nyamata a gardé son authenticité. Et l'authenticité maintient le terme, on y reviendra après. Oui. Alors, Bisesero présente une exception que c'est l'un des lieux où les Tutsis ont résisté aux tueurs. Ils se sont défendus avec le peu de moyens, d'outils traditionnels dont ils pouvaient disposer. Symbole de résistance, au génocide. Au génocide et dans les milieux de vie. Et puis, il reste maintenant Morambi. Morambi, c'était une école en construction qui était destinée à donner l'éducation. Donc, c'était un lieu public, un lieu de l'administration. Et il y a beaucoup d'autres endroits où les victimes ont été tuées dans des bureaux administratifs, les communes, les préfectures, etc., réunis par le pouvoir. Donc, on a trouvé une exception de chaque lieu. Et chaque lieu représente plusieurs autres lieux. Et tout ça, une fois qu'on a fini de démontrer cela, il y a des experts qui viennent. Vous envoyez le dossier, les experts lisent le dossier, des experts de l'UNESCO. Avec leurs critères. Avec leurs critères, ils analysent et ils vous envoient des questions complémentaires qui nécessitent des réponses appropriées. Voilà. Vous préparez aussi des réponses. Vous renvoyez le dossier. Une fois qu'ils trouvent que le dossier est sérieux, ils acceptent maintenant de venir sur le terrain. Et ça prend plusieurs années. Tous ces échanges-là. Voilà. On va revenir surtout sur certains mots qui ont leur place. Par exemple, l'authenticité, c'est très important. L'intégrité. Mais surtout l'authenticité. Est-ce que c'est un site déjà qui renvoie dans le temps et dans l'espace et qui renseigne sur les génocides? Surtout que certains des sites, par exemple pour Bisesero, ce sont des sites qui n'existaient pas. C'est un peu la différence avec l'église, par exemple, de Nharama, plutôt de Nyamata. Docteur Philbert, vous représentez une organisation qui porte les intérêts des vivants, mais aussi des morts. C'est 1 million de victimes du génocide. Une telle reconnaissance, comment elle est perçue par l'organisation que vous représentez aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. D'abord, j'aimerais manifester ma gratitude et ma reconnaissance pour la justesse que le gouvernement rwandais a eue de proposer ces 4 sites qui représentent naturellement d'autres lieux de massacre des Tutsis à la liste du patrimoine de l'humanité. Et le travail, comme vous venez de le dire, le travail qui a été réalisé a fait que justement cette proposition soit retenue il y a quelques jours. C'est un travail qui représente réellement, comme vous le dites, les intérêts des survivants du génocide, mais en même temps, ce que les survivants et le gouvernement rwandais et les hommes et les femmes de bonne foi ont pour la mémoire du génocide commis contre les Tutsis. Et c'est à ce moment-là donc, que l'association Ibuka a bien reconnu, donc, comme je viens de le dire, le travail qui a été fait, mais surtout la mission qui contient ce qui vient de se faire. Puisqu'il y a le fait que les 4 mémoriaux ont été retenus à la liste, mais il y a aussi un autre travail qui doit se faire, un travail de reconnaissance du nombre de personnes qui ont été enterrées là-bas, l'hommage, la mémoire, mais aussi pour l'éducation, pour l'humanité. Ouais. Ça montre le caractère même du crime, parce qu'on parle du génocide commis contre les Tutsis, et là aussi, il y a aussi certaines personnes,
certains États qui tergiversent déjà sur l'appellation, mais lorsqu'une institution comme l'UNESCO prend sur sa liste, considère l'histoire qui est la vôtre en tant que rescapé du génocide, ça vous... est-ce qu'il y a un soulagement quelconque? Est-ce qu'il y a c'est une reconnaissance qui va au-delà de ce qui a déjà été fait avant? Il y a cette reconnaissance de cette histoire inouïe, puisque ceux qui sont enterrés là-bas, ce sont soit les Tutsis qui sont nés là-bas, ou bien qui sont allés pour chercher du travail, comme ceux qui sont venus à Kigali ou ailleurs. Et cette reconnaissance de cette vie difficile que les Tutsis ont menée pendant plus d'une trentaine d'années et qui a fini par ce paroxysme de génocide, cette reconnaissance, c'est un soulagement, comme vous venez de le dire, pour les survivants, les rescapés du génocide, mais en même temps, cette reconnaissance aussi, l'hommage qui est donné à ceux qui ont été tués, mais aussi, on voit que ça donne aussi, ça commence à donner une leçon à ces institutions internationales. Les institutions internationales, finalement, qui trouvent, qui reconnaissent que ça ne doit pas être une affaire de Rwandais seulement et que ça doit être diffusé de par le monde entier, de ce fait même que l'UNESCO a cette mission d'éducation, sciences et culture. Donc ça tombe bien et qu'en même temps, que ce soit les rescapés et les autres personnes, doivent soutenir cette idée pour que ça continue vraiment de donner sa mission et son message. Voilà, science, culture qui n'est pas très loin de l'art. L'art que vous représentez, Thomas. Thomas, près de 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, je disais que vous travaillez encore sur le Rwanda, sur le génocide commis contre les Tutsis, la mémoire. Vous êtes loin du Rwanda, mais vous suivez quand même. Une telle reconnaissance, est-ce que ça rajoute quelque chose sur la reconnaissance et la connaissance même de ces crimes des crimes? Oui, en tout cas pour la France, ce qui est certain, c'est que cette histoire-là est très peu connue, elle est très, très méconnue, elle est très peu enseignée dans nos écoles, elle commence à l'être depuis quelques années, mais c'est assez récent, et elle est surtout assez peu racontée, en tout cas mal racontée dans les détails. Par exemple, quand je pense au site de Murambi et toute l'organisation administrative qui a mené à l'extermination des pauvres gens qui s'y sont réfugiés, c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu par les Français, en tout cas, je parle de mon pays. On n'enseigne pas à l'école que l'État a utilisé tous ses moyens, toute son administration, toutes ses forces pour exterminer une partie de sa population. Donc je rejoins vos invités en disant que c'est un message très important qui est porté dans cette décision. Le fait de dire qu'un génocide, c'est un crime contre l'humanité, donc ça ne concerne pas que les personnes qui ont été tuées, ça concerne l'humanité, donc le monde entier. Il est important que tout le monde apprenne ce qui s'est passé au Rwanda, ça nous concerne tous. Je vous rejoins. Le ministre Bizimana a tout à l'heure parlé de certaines particularités et traits de ces sites. Vous, dans votre toute nouvelle vidéo BD, vous êtes revenu sur le site des Murambi. Pour vous, vous n'êtes pas rwandais, français que vous êtes, nous savons très bien que ce site également a une histoire avec la France. Qu'est-ce que cela représente, ce site, l'artiste que vous êtes, le scénariste que vous êtes, lorsque vous avez à expliquer au monde, par exemple, sur ce site, qu'est-ce qu'il représente dans cette histoire du génocide des Tutsis du Rwanda? Si je peux me permettre, j'ajoute à ce site celui aussi de Bicécéro, qui est aussi présent dans la bande dessinée que j'ai écrite. Ces deux sites évidemment qui sont... Alors la première chose, c'est que c'est glaçant parce que ça raconte la mort et notamment le site de Murambi est extrêmement bien construit à mon sens parce qu'il y a un musée qui est très intéressant, qui raconte très bien l'histoire. Il est très silencieux, donc c'est très glaçant et ça
c'est très terrorisant pour un visiteur qui ne connaît pas bien cette histoire. On apprend beaucoup, mais on est aussi très respectueux vis-à-vis du nombre insensé de morts qui ont péri là-bas. Et puis en ce qui concerne ces deux sites, évidemment, ça interroge la responsabilité de la France. Alors à Bicécero, ça commence à être raconté de plus en plus, de plus en plus clairement pendant l'opération Turquoise, les soldats français qui sont accusés d'avoir abandonné à leur sort pendant plusieurs jours les derniers réfugiés Tutsis des collines de Bicécero. Et puis à Murambi, il y a cette plaque qui rappelle que les soldats français se sont installés là pendant l'opération Turquoise et ils sont accusés d'avoir joué au volley sur certains lieux du site de Murambi. Quand on est français, de toute façon, c'est pas agréable de visiter ces sites-là et c'est pas agréable de se plonger dans l'histoire franco-rwandaise parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à être dites ici. C'est intéressant, c'est important, mais il y a beaucoup de choses terribles qui ont été commises par la France. J'ajoute aussi que dans la BD que j'ai écrite, on parle de Laurent Bucci-Baruta, qui était le préfet de cette région-là, et dont la photo est affichée au mémorial de Murambi. Et quand j'y suis allé, c'était écrit qu'il n'avait toujours pas été jugé et condamné. Laurent Bucci-Baruta a été condamné l'année dernière à 20 ans de prison par la justice française. Et il a fait appel, mais en tout cas, en première instance, il a été condamné. Et ça aussi, c'est un message très important, je crois, qui est donné. Avant, vous parlez de Laurent Bucci-Baruta, c'est un dignitaire, mais avant, vous avez travaillé sur Félicien Kabuga, c'était un documentaire en mode vidéo. Pourquoi déjà le choix de passer en mode BD? C'est une opportunité que j'ai eue tout simplement. Moi, je suis journaliste, donc on peut travailler sur toutes sortes de supports, que ce soit à l'écrit, en BD, en documentaire, en reportage. Là, la bande dessinée, l'avantage, c'est que c'est peut-être plus adapté à un public plus jeune, à peut-être des lycéens ou des étudiants, voire même des collégiens. Je pense que quand en France, les enfants étudient à partir de l'âge de 14-15 ans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, c'est un âge où on pourrait commencer à s'intéresser au génocide des Tutsis aussi, vu qu'on est dans la même catégorie de crimes. Donc j'espère que ce travail-là sera lu par des jeunes, c'est peut-être plus adapté pour eux pour comprendre ce qui s'est passé. Pas seulement des jeunes, hein. J'espère que ça va intéresser aussi des adultes, mais en tout cas l'idée c'est que ce soit le plus pédagogique possible, qu'on puisse comprendre avec le maximum d'informations de quoi il s'agit. Voilà, on aura compris votre propos. Mais avant de poursuivre notre conversation, j'aimerais vous inviter à suivre les propos de la directrice générale de l'UNESCO qui était récemment au Rwanda, il y a quelques semaines, qui s'est exprimée déjà sur le sujet. On va la suivre et puis on revient juste après. Effectivement, je viens de visiter aujourd'hui pour la première fois le mémorial ici du génocide des Tutsis à Kigali. D'abord, je suis très émue encore, mais je vais essayer de vous répondre. Ce mémorial fait un travail fondamental, d'abord pour préserver la mémoire des victimes, et je crois que ça c'est notre devoir à tous le plus élémentaire, mais aussi pour démontrer les mécanismes qui ont permis cette tragédie qui est universelle, comment on en arrive à tuer son voisin, comment on a ces massacres dans les églises, comment en si peu de jours, plus d'1 million de personnes sont tuées parce que nées Tutsi ou parce qu'elles se mettaient en travers de ce génocide. Et donc montrer les mécanismes qui ont pu mener à ça. Et avec ce travail, il y en a un autre auquel l'UNESCO est très heureuse de participer, qui est tout le travail éducatif pour construire la paix aujourd'hui et demain. Pour restaurer les valeurs, notamment de dignité et d'égale dignité humaine. Pour ce qui nous concerne, pour l'UNESCO, pour aider à former les enseignants, pour qu'ils sachent parler de ce génocide, mais d'autres aussi, d'autres mémoires de passés violents à travers le monde. Savoir en parler et savoir en expliquer les ressorts. Et nous travaillons avec les équipes éducatives du mémorial, en lien avec notre réseau à travers le monde, et notamment le Holocaust Memorial de Washington. Et puis nous formons de façon générale les enseignants
particulièrement en Afrique, mais aussi ailleurs, sur la mémoire des génocides, leur transmission. Et nous venons de publier d'ailleurs un guide et des recommandations. Voilà, c'était Madame Audrey Azoulay, elle est directrice générale de l'UNESCO. Monsieur le ministre, 1994, ça représente le génocide commis contre les Tutsis. Juillet, quelques mois après, au mois de novembre, création du tribunal international pour le Rwanda, où on reconnaît qu'il y a eu un génocide commis contre les Tutsis. Et c'est seulement autant d'années après que les sites qui représentent même ce génocide viennent de rentrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous en voudrez à quelqu'un qui dirait qu'il y a une reconnaissance, mais d'une part, on va dans la bonne direction, d'autre part, on rame à contre-courant? Non, c'est-à-dire que toutes choses sont complémentaires. Immédiatement après la fin du génocide, en juillet 1994, la plus grande préoccupation parmi tant d'autres, c'était la mémoire, la justice et le rétablissement des conditions de vie. Et alors, sur le plan international, l'ONU, les Nations Unies, parce qu'il faut parler des Nations Unies, ils se sont rendus compte qu'ils ont failli. J'ai utilisé ce mot, faillite de l'humanité. Ils ont failli à ne pas respecter une convention que les mêmes Nations Unies avaient fait adopter le 9 décembre 1948. Une convention de prévention du génocide. Et alors, pour se rattraper, ils ont trouvé que la convention prévoyait aussi réprimer les auteurs de ce crime, justice. Donc du coup, ils ont mis beaucoup de moyens pour la répression afin de rattraper la prévention qu'ils n'avaient pas faite. D'où le fait d'avoir créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait deux missions. Il avait la mission de juger les auteurs du génocide, et puis la deuxième, de contribuer à la réconciliation nationale au Rwanda, à travers la justice. Et les deux volets sont allés de pair. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a aidé aussi dans l'UNESCO, dans cette prise de décision. Parce que les décisions rendues à travers les jugements ont constitué une analyse pertinente des faits. Et c'est maintenant devenu une jurisprudence internationale dans un certain nombre de procès. Que ce soit le tout premier procès, on peut citer 3 procès importants. Le procès Jean-Paul Akayesu, ça a été le tout premier procès qui a été rendu. Il était bourgmestre de la commune d'Otaba, c'est ici tout près à Kamoni. Et dans ce procès, les avocats de la défense prétendaient qu'il n'y avait pas eu un génocide. Tout simplement en disant que les Tutsis, les Hutus et les Twa ne constituaient pas des ethnies. Et que donc, il s'agissait d'une guerre civile en fait. Et ils ajoutaient d'autres critères sociologiques selon lesquels les 3 groupes parlaient la même langue, ils ont les mêmes traditions, la même culture, et que cela ne correspond pas aux critères anthropologiques de l'ethnie en tant que telle. Et les juges ont été d'une extrême intelligence en démontrant que même si les Tutsis, les Hutus et les Twa partagent le même territoire, parlent la même langue, pratiquent les mêmes coutumes, cultures, ils avaient des cartes d'identité imposées par l'administration dans lesquelles la mention ethnique était mentionnée comme ethnie. Donc, l'administration en avait fait des ethnies. Et du coup, les juges ont démontré en disant que les Tutsis ont été tués parce qu'ils appartenaient au groupe ethnique Tutsi que l'administration avait décidé comme tel. Donc là, le problème était résolu. Deuxièmement, dans ce même procès, les juges ont dit que les Tutsis ont été tués parce qu'ils appartenaient à ce groupe ethnique. Ils étaient ciblés, tout simplement parce qu'ils étaient Tutsis. Et donc, ça correspond au crime de génocide. Et là, le premier jugement a empêché, disons, le déni qui commençait déjà à exister. Dès le début, donc au lendemain du génocide. Voilà. Alors, le deuxième acte important du tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est le plaidoyer de Jean Kambanda, l'ancien Premier ministre. Les gens n'y pensent pas, ou on l'oublie souvent. Mais Kambanda, en tant que chef du gouvernement, il a plaidé coupable. Plaidé coupable pour sa responsabilité personnelle en tant que Premier ministre. Et toute l'institution qu'il représentait. Et plaidé coupable pour le rôle du gouvernement, le rôle de l'armée, de la gendarmerie, et de lui assumer la pleine responsabilité.
Voilà. Et après, il y a le procès des médias où on a démontré aussi le rôle des médias dans la sensibilisation, etc. Et là, ça a été cité par Jean-Paul Chrétien. La dernière décision qui date de 2016, qui est très importante aussi, c'est que même au sein du tribunal lui-même, les avocats de la défense, même des témoins experts, parce que les accusés amenaient des experts comme le prêtre Serge de Souter et autres, Eugène Shimamungu, qui venaient utiliser vraiment des langages totalement erronés, des langages négationnistes, et le tribunal était obligé, pas même obligé, de rappeler. Il a rappelé que en 2016, dans le procès Karemera et Nzirorera, que le génocide commis contre les Tutsis constituait un fait de notoriété publique qui ne doit plus être contesté ni à l'intérieur du tribunal, ni nulle part ailleurs. Et du coup, même le Conseil de sécurité a validé cette décision en 2014. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2018, a validé la même décision du tribunal en établissant que la journée du 7 avril de chaque année devenait une journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc voilà, cette démarche, tout ce cheminement a aidé, si vous voulez... L'UNESCO à pouvoir aussi se placer et exactement. à tirer ses conclusions voilà. sur... tout à fait. L'UNESCO a ses attributions. Voilà. Mais, monsieur le ministre, il y a parmi les critères, lorsque vous jetez un coup d'œil, il y a l'authenticité par rapport au site, monsieur le ministre. Par exemple, quelque part, on dit qu'il faudrait que le site représente ce qu'a été, par exemple, la vie avant que les génocides ou les massacres soient commis. Il faudrait que le lieu puisse renseigner sur autant de choses. Pourtant, lorsqu'on regarde, les 4 sites n'ont pas les mêmes particularités. Vous avez parlé du site des Nyamata qui était une église et voilà, est-ce qu'on arrive, vous n'avez pas besoin d'explications pour vous dire que ça c'était une église, ça se voit. Mais à Bicé-Sero, pour les gens qui ont été là-bas, déjà même sur le site où se trouve, la colline où se trouve le site, les massacres se sont passés sur la colline d'en face. C'est même là que c'est trouvé... La colline de Mouhira. En face, c'est là que même la résistance s'est déroulée. Est-ce que, déjà, comment comprendre qu'un site qui n'existait pas, où il n'y avait pas d'infrastructure, puisse représenter une histoire qui puisse être prise en compte par l'UNESCO par rapport, déjà, si les textes ne sont pas très clairs là-dessus, qu'est-ce qui a appuyé, par exemple, le site de Bicé-Sero? Oui, je comprends votre question. Il ne faut pas induire notre spectateur en erreur. Parce que, d'abord, le critère d'authenticité dit quoi? L'authenticité signifie qu'il faut que le site représente la situation qui existait au moment des faits. Au moment des faits. Qui existait au moment des faits. Et la même convention de 1972 ajoute aussi, là c'est un élément que beaucoup de gens ne connaissent pas, ajoute que le site, les attributs liés au site, si les attributs liés au site correspondent, démontrent la réalité de l'époque, c'est un élément aussi qui est tenu en considération. C'est-à-dire que le site de Gisozi, certes, le mémorial n'existait pas en 1994. Le mémorial de Bicé-Sero, c'est la même chose. Mais les attributs qui sont dédiés à ce site-là, sont des attributs de mémoire, des attributs qui démontrent que le génocide qui s'est déroulé sur place, qui s'est déroulé en 1994, l'attribut du site, du mémorial, c'est de se rappeler de ces faits. C'est de perpétuer la reconnaissance de ces faits sur le même lieu. Voilà. Donc, les attributs du site correspondent aussi à l'authenticité. Ce n'est pas une authenticité pure et simple, mais ce sont des attributs. Et là, la Convention le prévoit. Là, il a fallu votre plaidoyer pour expliquer. Ce n'est pas le plaidoyer. Il a fallu démontrer. Il a fallu démontrer que la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial prévoit l'authenticité pure et simple en tant que telle, et aussi prévoit que les attributs dédiés au site sont aussi considérés comme un élément d'authenticité. Docteur Fulbert, ces sites représentent beaucoup de choses. Si le ministre dit qu'il y a des explications qu'il a fallu, ou il a fallu démontrer par des faits historiques, mais pour les rescapés, c'est leur histoire, c'est leur mémoire. Lorsque, par exemple, pour les rescapés,
il faut prendre autant d'années à expliquer leur histoire? Est-ce qu'il y a un sentiment, par exemple, ce sentiment de méconnaissance et peut-être d'ignorance, si je me permets de dire, de l'histoire des rescapés, ce qu'a été leur chemin de survie, la mort des leurs? Dans tous les cas, les rescapés sont toujours là pour expliquer, pour témoigner. Le fait que ça a pris un temps, ce qui est plus important, c'est que ça a eu un bon aboutissement. Et c'est à partir de cet aboutissement que justement les rescapés sont toujours prêts, même à donner plus d'explications. Parce que, comme on l'avait déjà dit, c'est un début. Enfin, c'est la fin d'une étape et le début d'une autre. Et surtout, ce qu'il faut aussi le connaître, et je crois que ça a été dit aussi par le ministre dans notre émission, ce que cela veut dire les 30 ans. Les 30 ans qui vont se passer bientôt. Les 30 ans, ce n'est pas une addition d'une année à une autre, mais aussi c'est le fait de mûrir l'idée et de nous approprier de ce qui s'est passé. Et que voilà, le monde entier lui-même s'approprie de ce qui s'est passé au Rwanda pour en trouver une leçon. Et pour ces 30 ans, cela veut dire également qu'il y a des gens, ceux qui ont les témoins des événements qui passent et qu'il y a des autres qui sont en train de naître. Les jeunes qui viennent, mais qui ont besoin de connaître. Et surtout, les jeunes générations, c'est très important aussi, que nous, ce que nous avons, nous devons aussi le passer à la jeune génération, mais surtout pour cette éducation à la paix, pour que le monde entier puisse vraiment bien vivre ce que nous souhaitons, ce qui a été signé il y a plusieurs années dans les conventions, pour qu'il y ait non seulement la répression, mais aussi la prévention. Et c'est à partir de ces lieux qui doivent devenir des lieux d'éducation. Ça représente plusieurs endroits, plusieurs sites, plusieurs lieux de massacre, mais aussi ça signifie beaucoup pour qu'on puisse y trouver de quoi dire à ceux qui viendraient même pour visiter le Rwanda. Monsieur le ministre, votre travail, les chercheurs, est-ce que ça n'a pas été un travail de tout repos? Aujourd'hui, on peut se dire, quels ont été les moments difficiles, les embûches sur votre chemin? C'est ça. De présenter au monde, parce qu'on doit dire qu'il y a aussi d'autres voix qui portent un autre son de cloche à l'international. Par exemple, la reconnaissance de ces sites, c'est aussi la reconnaissance de certaines responsabilités qui ne veulent pas qu'ils soient cités. Aujourd'hui, quels ont été, par exemple, les moments difficiles, les hauts, plutôt les bas dans votre travail pour déjà apporter tout l'éclairage qu'il fallait à l'UNESCO? Les moments difficiles, bon, dans tout travail, ça existe, hein, mais je dirais de désordre. Le premier, c'est au niveau de l'assiduité dans le travail lui-même, dans la recherche. Parce qu'il y a des fois où nous pensions avoir vraiment répondu favorablement à tous les critères, on pensait avoir donné toutes les explications nécessaires, mais l'ICOMOS, qui était l'un des organes d'expertise, prenait le dossier, il le détaillait et nous démontrait que non, qu'il fallait encore aller plus loin, qu'il fallait démontrer ceci ou cela, que certains éléments n'étaient pas coordonnés ou n'étaient pas correspondants. Alors nous, on devrait démontrer que cette correspondance existait. Et il fallait donc reprendre le travail. Ou même nous-mêmes, dans notre façon de travailler, il y a beaucoup de gens, que ce soit les agents de la CNRG, du ministère, des experts extérieurs qu'on utilisait. Certains nous rendaient un travail qui n'était pas non plus solide. Alors que les délais approchaient. Donc il fallait encore faire le même travail. On a eu des experts qui ont dû abandonner. Ah bon? Bien sûr, parce qu'ils ne nous rendaient pas le travail tel qu'on le voulait. Vous étiez très méticuleux, très méticuleux pour avoir vraiment un travail de qualité. Bon, alors le deuxième obstacle, et là ça arrive à tous les pays, il n'y a pas qu'à nous, c'est maintenant au niveau de certains acteurs extérieurs qui ne souhaitent pas que les sites de mémoire soient inscrits dans le patrimoine mondial.
et surtout à cause des responsabilités. Ça dérange? Ça dérange certaines responsabilités internationales, bien sûr, parce que si nous prenons le site de Murambi et Nyamata, les deux par exemple, il renvoie à l'histoire de 1959-1963, où l'ancienne préfecture de Gikongoro, il y a des Tutsis ont été déportés par l'administration coloniale belge vers Nyamata, dans des camps. Beaucoup sont morts là-bas. Avec la mouche tsetse? Avec la mouche tsetse et des maladies et des conditions de vie difficiles. Alors que c'était des populations civiles qui avaient été transférées par la colonisation belge de façon arbitraire. Et finalement, plus de 30 ans après, les mêmes populations sont massacrées et exterminées. Donc vous voyez, et cela nous devons le démontrer dans le dossier, le contexte historique, de façon détaillée. Alors, vous voyez les responsabilités internationales auxquelles ça renvoie. Le dossier ne rend pas facile votre voilà. travail. Donc, et là, la diplomatie rwandaise a dû aussi travailler pour quand même faire comprendre à ces acteurs-là que ce dossier est un dossier de mémoire et que la mémoire est un acquis, un bien qu'il faut sauvegarder quoi qu'il arrive, malgré les différentes responsabilités. C'est quelque chose de très important. Je veux savoir, est-ce que les Rwandais, les survivants du génocide, les rescapés du génocide, doivent avoir un autre regard par rapport aux sites mémoriaux? Est-ce que ça doit être, par exemple, leur entretien, la manière d'apprendre l'histoire à travers ces sites mémoriaux? On doit passer à une autre cap. Est-ce qu'on va dire ce ne sont pas seulement des sites pour les Rwandais, on doit dire que ce sont des sites qui renseignent l'humanité? Tout à fait. Deux éléments de réponse. D'abord, au niveau national. Oui. Au niveau national, les sites du génocide, c'est un bien qui appartient à la population du Rwanda. Toute la population. Évidemment, de façon... Rescapée ou pas, ça toute doit la être... population. Voilà. Toute la population, parce que la mémoire est un acquis historique. Je dis un acquis parce que c'est un fait qui s'est déroulé. Qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas changer. Il est négatif, mais c'est tout à fait quand même un acquis de l'histoire, malheureusement. Et donc ça concerne toute la population. Et là, l'UNESCO exige ça. Voilà. L'UNESCO exige qu'il faut que la population sent, accepte, comprend que l'existence de ce bien correspond à sa propre vie. Or, la population du Rwanda, toute partage l'histoire du génocide. Que ce soit les tueurs repentis, que ce soit les enfants, que ce soit les victimes, que ce soit les rescapés. Nous tous, nous avons hérité. Nous avons été de cette triste et de cette malheureuse histoire. Et donc nous avons un devoir d'éducation pour les jeunes générations. Et les mémoriaux jouent ce rôle éducatif. Ils jouent ce rôle éducatif de démontrer qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu un État criminel au Rwanda qui a décidé d'exterminer une partie de la population civile innocente. Et là, tout Rwandais, qui qu'il soit, doit avoir cela en tête et sauvegarder cet acquis. Raison pour laquelle l'UNESCO appuie sur ce projet. Vous avez bien suivi la directrice générale, parce que l'UNESCO a même compris que ceux qui étaient contre, à cause de leurs responsabilités, que ça ne peut pas jouer. Parce que le but de l'UNESCO, le tout premier, c'est évidemment l'éducation, mais aussi de respecter la vie. Il y a un côté du respect des droits humains qui est dans les attributions de l'UNESCO. Et le tout premier droit de toute vie, personne humaine, c'est la vie. C'est la vie. Si la vie n'existe plus, si la vie a été désacralisée, il n'y a plus rien. Voilà. C'est très important, Thomas, ce que le ministre vient de dire. La vie, elle est sacrée pour toute race humaine. Mais Thomas, à travers les années, on a l'impression que le génocide commis contre les Tutsis n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Des gens comme Jean-François Dupaquier disent qu'il y a un certain racisme même dans la manière de considérer le génocide commis contre les Tutsis. On y accorde peu d'importance parce que ce sont des Tutsis, ce sont des Noirs africains. Est-ce que de telles reconnaissances peuvent ou vont permettre à ce que ce regard-là puisse se dissiper, ce regard puisse disparaître et considérer déjà la vie des Tutsis perdue à travers le génocide commis contre eux puisse avoir de la valeur devant toute l'humanité?
Alors déjà, moi je pense qu'il y a un temps malheureusement qui est incompressible pour que l'humanité, le monde, les autres pays acceptent l'idée d'un génocide, mais c'est assez comparable avec la Shoah, le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, il a fallu plusieurs dizaines d'années avant qu'on en parle sérieusement, qu'on commence à assumer les causes, qu'on commence à poursuivre les coupables, les criminels qui étaient en fuite. Je rappelle que le premier criminel nazi planqué en Argentine, Eichmann, n'a été attrapé qu'en 1960, donc 15 ans après la fin du génocide. Et qu'en France, par exemple, on a commencé à parler sérieusement du génocide des Juifs, de la Shoah, que dans les années 80, et que la France n'a reconnu sa propre responsabilité qu'en 1995, donc ça fait 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc je pense que c'est assez comparable avec le génocide des Tutsis. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on le reconnaisse de manière universelle comme un génocide, un crime contre l'humanité, un génocide. Et il a fallu beaucoup de temps pour que, en tout cas en France, pour que les premiers criminels réfugiés ici soient jugés et condamnés. Et je pense qu'il va falloir encore du temps, malheureusement, pour que cette histoire soit racontée partout et de manière sérieuse. Donc effectivement, bien sûr que je pense que ce genre de reconnaissance de sites mémoriaux est très importante. Ça va permettre de rappeler que c'est une histoire, ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est une histoire universelle qui concerne tout le monde, et qu'il y a eu des génocides sur à peu près tous les continents sur cette planète. Et donc il y a quelque chose à explorer au fin fond de l'humanité ou de l'inhumanité quand on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance du génocide commis contre les Tutsis, mais d'autre part, il existe aujourd'hui le négationnisme de ce génocide. Est-ce que aujourd'hui, le négationnisme qui a, malheureusement, on en retrouve davantage des auteurs, vous pensez qu'il y a des intérêts qu'ils défendent, qui sont les leurs ou qui sont non avoués? Alors ça, c'est difficile de savoir ce qui est non avoué, mais en tout cas, je pense qu'en France, en tout cas, le négationnisme est de plus en plus invisible, de plus en plus discret, tout simplement parce qu'il y a un crime de négationnisme maintenant qui est reconnu par la loi française. Donc il est interdit de dire publiquement que le génocide des Tutsis n'a pas existé. C'est une première chose. Et puis aussi parce qu'il y a eu le rapport Duclerc qui a été publié il y a 2 ans, donc un rapport commandé par Emmanuel Macron en fouillant les archives françaises et qui a mis en lumière un certain nombre de responsabilités françaises. Donc je pense que, en ce qui concerne les paroles publiques majeures, donc les hommes politiques, des journalistes importants, c'est très rare aujourd'hui en France d'entendre des propos négationnistes comme ça a été il y a quelques années. Alors bien sûr, il y a des propos qui pullulent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de propos terribles qui pullulent, mais notamment ceux-ci. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a tendance, à mon avis, à s'amuser, et tant mieux. Et il faut être très vigilant pour que ces propos restent sous contrôle. Donc, vous insinuez par là qu'il faut un travail en permanence déjà pour faire face à ce genre d'idéologie et d'attitude? Oui, il y a un travail d'éducation et puis aussi le travail de la loi. Quand il y a une loi qui interdit de prononcer des propos négationnistes sur tel ou tel génocide, puisque c'est la même chose pour la Shoah ou pour le génocide arménien, en France en tout cas, évidemment que ça a un impact. Donc il y a un travail politique, il y a un travail d'éducation, et puis il y a des étapes comme celle que nous venons de vivre avec la reconnaissance par l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'UNESCO de ces sites mémoriaux. C'est le genre de choses qui font que ça peut permettre d'éduquer les gens, d'éduquer le monde, d'éduquer les jeunes et de faire comprendre le mieux possible ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Thomas. Mais à ce propos, docteur Philbert, vous revenez de la France. Il y a un colloque des auteurs, des chercheurs rwandais et français qui travaillent depuis plusieurs mois maintenant sur justement des responsabilités des uns des autres, mais surtout rétablir une vérité historique. Est-ce que, avec quel regard, par exemple pour les chercheurs, vous voyez les choses? Est-ce qu'on avance par rapport à la reconnaissance des responsabilités, rétablir la vérité historique dont le ministre parlait tout à l'heure? Est-ce que ça sert à quelque chose aujourd'hui?
Depuis que le président de la France, Emmanuel Macron, a confié un travail de recherche à une commission, à des chercheurs français, la commission qui a été présidée par le professeur Vincent Duclerc, et donc le travail a commencé en 2019, et 2 ans après, la commission a rendu public ses résultats. Et on voit que non seulement ça a changé des relations entre la France et le Rwanda, mais en même temps, ça a ouvert une autre vision entre les chercheurs, que ce soit français, rwandais et même du monde entier, à ce qui se passait au Rwanda. Et à partir de ce moment, la commission, ce qui était en fait la commission, ou ceux qui étaient les membres de cette commission, ont décidé de préparer des colloques en 2 sessions. La première a eu lieu ici à Kigali et l'autre vient aussi de se passer à Paris. Mais effectivement, on voit qu'il y a eu un changement. Le premier changement, c'est qu'il n'y a plus une vision unique. Du moins, la commission a été bien appréciée par les 2 pays, mais en même temps, on peut aussi remarquer qu'on peut aller plus loin. Et c'est très normal aussi, puisque même avec le discours du président Macron en 2021, et tout près à Dissouzi, a dit qu'on doit chercher toujours la vérité historique et que les chercheurs doivent aller au-delà même de ce que la commission a conseillé dans son travail. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'on doit diversifier en fait la recherche. Ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est très important aussi l'histoire, mais en même temps, pour les juristes, les psychologues cliniciens et autres, doivent, toutes les sciences humaines et sociales confondues, doivent porter leur pierre à la connaissance de ce qui s'est passé, mais en même temps, pour voir ce que ça doit servir pour le monde entier à partir même du Rwanda et les 2 pays. Monsieur le ministre, l'UNESCO, vous travaillez avec eux depuis plusieurs années. La recherche, c'est quelque chose qui est au centre même de leur travail au quotidien. Est-ce que le travail fourni par les chercheurs français, rwandais, cette reconnaissance des vérités historiques, par exemple avec l'entrée des 4 sites dont nous parlions tout à l'heure, ministre que vous êtes de l'unité des Rwandais, vous êtes également un représentant du gouvernement. L'ensemble de tout ça, ça répare quelque chose sur le plan historique. Est-ce que ça construit l'humanité? Ça nous aide d'avancer? Bien sûr, parce que une fois qu'un crime a été commis, le crime, on ne peut pas le changer. Oui. Il est déjà consommé. Mais les conséquences de ce crime, eux, doivent évidemment... Vous gérez aujourd'hui. Tout à fait. On doit les gérer et puis faire en sorte qu'on y tire des leçons. Des leçons pour la prévention, des leçons de ne plus refaire les mêmes imbécilités. Oui. Et l'existence des sites elle-même représente cela. C'est le symbole de la brutalité humaine, de la cruauté humaine qui a amené à l'extermination. Et c'est en même temps un signal qui est lancé aux nouvelles générations et aux générations présentes de ne plus refaire la même cruauté, la même imbécilité. Et déjà, l'existence de la justice dont on parlait il y a quelques minutes vient rappeler cela. Parce que même si, s'agissant du génocide, on n'a pas pu réprimer tout le monde, que ce soit au Rwanda ou même à l'étranger. Mais il y a quelques-uns, y compris des leaders de l'idéologie génocidaire, qui ont été sanctionnés, qui ont été poursuivis. Et le fait qu'en France, on vient d'arrêter un ancien préfet de Kibuye, Kayondo Pierre, c'est un signe. Le fait que le préfet de Gikongo, Laurent Bukibaruta, a été jugé, condamné à 20 ans de prison, mais il n'est pas en prison parce qu'il est malade. Donc le rapport des médecins a démontré que les conditions de détention, semble-t-il, ne pouvaient pas correspondre avec son état de santé. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, plutôt, l'important, c'est qu'il soit reconnu coupable. Et pour la mémoire, pour le futur, ça c'est très important. De démontrer qu'un crime contre l'humanité est sanctionné partout où on se trouve. Là, je crois que les génocidaires, ils doivent réfléchir, même s'ils ne peuvent pas retourner en arrière pour changer l'histoire, mais ils se demandent pourquoi a-t-on fait cela.
hein, et surtout le fait de léguer à les enfants ce type d'héritage. Quand je vois des gens d'une association en Belgique qui prétendent défendre le rôle de leur père, alors que ce sont des pères qui ont été condamnés par le justice international, eh bien, ces jeunes-là sont en train vraiment d'hériter d'un héritage mauvais. Hein. Ils devraient réfléchir au lieu de... On ne peut pas empêcher à quelqu'un la qualité de paternité, mais je ne peux pas assumer les crimes de mon père. Alors, pouvoir poursuivre, perpétuer l'héritage criminel de votre père ou de vos grands-parents, ça c'est très très dangereux pour vous-même, vos enfants et d'autres générations. Et les mémoriaux viennent rappeler cela, viennent rappeler que le monde a besoin de paix, le monde a besoin de respecter la vie de tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications et l'éclairage que vous avez apporté sur ce travail de longue haleine. Merci beaucoup et félicitations, ça a été un travail scientifique de longue haleine. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être passé. Je rappelle que vous êtes ministre rwandais en charge de l'unité des Rwandais et de l'engagement civique. Également au docteur Philbert Gakwenzire, vous êtes président de Ibuka. À toi également, Thomas, qui intervenait depuis l'Europe. Vous êtes journaliste et scénariste. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Shema Blaise et toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos. Au revoir.